Le Thé Noir vous donne rendez-vous à la NHA, la Natural Hair Academy à Paris. C'est le rendez-vous incontournable de la beauté noire en France, mais surtout le plus gros événement de l'année. Et le 22 juin, on y animera un podcast live. L'occasion rêvée pour vous, nos auditrices, de venir vivre l'expérience Thé Noir en personne. Avec un épisode hors du commun où vous pourrez vous aussi intervenir et échanger avec nous. On vous y réserve des surprises, comme toujours, grâce à notre partenaire Cream of Nature, la marque capillaire qui accompagne les cheveux crépus, frisés et bouclés depuis 1976. On vous attend en masse, c'est le moment de venir nous montrer que vous existez. On a énormément hâte de vous y voir. La billetterie de la NHA se trouve dans la description de l'épisode. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir, moi c'est Néné, je suis accompagnée de ma très chère Naya. À l'heure où vous écoutez cet épisode, on sera en train de stresser au max avant de monter sur scène à la NHA. Mais ne vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas, un petit épisode pour vous faire patienter avant que l'on vous raconte ce que l'on a vécu à la NHA et que peut-être on vous partage d'autres choses. Aujourd'hui, on va vous parler de ce que c'est de grandir dans un environnement principalement blanc / caucasien, ou du moins de grandir dans un environnement très loin de notre culture, si on veut un petit peu extrapoler. On vous souhaite à toutes une très bonne écoute. Daya, comment ça va? Ça va super, bip bip! Ouais. Bip bip. Pour un sujet vraiment pas drôle du tout, mais ça va, on va y arriver. Oui, bon, on a fait des sujets pires que ça. Franchement, oui, on a fait pire. Franchement, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? C'est ça la vraie question. Moi, je sais ce qu'on n'a pas fait, mais je vais pas dire pour pas donner des idées. Ok. C'est ça, je veux pas dire. Et si on sautait dans le vif du sujet, parce que je pense qu'on a, il y a pas de, on va pas discuter matin, midi, soir. Parfois, il faut juste. Non, mais de toute façon, j'ai pas d'update, j'ai rien à raconter, donc allons. La vie vit. Voilà. Nous vivons chaudement. Pour vous faire un peu un état des lieux. Daya a grandi dans une grande ville où il y avait beaucoup de mixité et moi j'ai grandi dans un tout petit village où il y avait très peu de mixité. Donc le sujet d'aujourd'hui me parle tout particulièrement puisque... En tant qu'ancienne habitante de Marly-Gaumont, franchement, comment tu me dis? On dirait que t'étais là-bas. C'est tout comme. Donc du coup c'est vrai que moi j'ai cette habitude là d'évoluer, de code switch comme on aime bien dire, en plus de ça, pour faire un portrait un peu plus large, c'est que dans ma famille, par exemple mon père est le premier à avoir fini des longues études, ma mère aussi la première à avoir fini des longues études, donc déjà ils ont, à leur niveau de génération, ils ont cassé quelque chose par rapport à la génération d'avant. Et parmi leurs frères et sœurs aussi, il y a des choses, des codes, on n'a pas les mêmes. D'autant plus que eux, rapidement après la fin de leur étude, ont immigré ou sont devenus des expatriés dans un pays étranger. Et nous avons grandi dans un village. Alors, on avait la possibilité de grandir dans une grande ville, mais mon père a préféré, enfin mes parents, on préférait nous faire grandir dans un village où ils pensaient que c'était plus sympa, ils voulaient avoir une maison avec un jardin et le cadre leur plaisait plus pour élever des enfants, surtout que ma mère vient d'un village, mon père a grandi à Kinshasa, mais on aura beau se le dire, je ne trouve pas que Kinshasa ce soit comme Paris ou Londres ou New York dans l'esprit de grande ville. Je trouve que c'est plein de petits villages qui sont collés les uns aux autres. Je sais pas comment l'expliquer. Non, mais c'est presque autrement. Un pays dans le pays. Hein. C'est ça. Et puis, en fait, en fonction des zones, tu vas retrouver un certain environnement. Donc, tu vas avoir une zone hyper calme et tu vas avoir des zones où tu es en plein cœur de la ville. Tu peux même pas croire que tu es en plein cœur de la ville. Donc, du coup, je pense que du côté de mon père, c'était rechercher un peu de la quiétude là où il a grandi dans une ambiance très mouvementée. D'accord. Et il a vu aussi ce que ça pouvait être et qu'est-ce que ça pouvait emmener. Il a dit non, je ne veux pas ça pour mes enfants. Et du côté de ma mère, c'était aussi retrouver le calme dans lequel elle a grandi quand elle était plus jeune. Et finalement, sur toute ma fratrie, je pense qu'on est plus ou moins tous restés dans des zones un peu plutôt calmes. On n'a pas cette envie forcément d'être dans des grandes villes. On cherche plutôt la quiétude et tout. Et
on a en fait des trajectoires un peu différentes. Je ne vais pas raconter l'histoire de mes frères, je vais juste parler pour moi. Mais par exemple, dans mon cas, j'ai été dans une école où j'étais la seule petite fille noire de mon âge, donc de CP, CM1, enfin de CP au CM2, j'étais la seule fille noire. Puis ensuite, je suis rentrée au collège et je pense que ça se comptait sur les doigts d'une main. Et ensuite, j'ai commencé à aller à l'université. Et c'est vrai que quand tu grandis dans ce genre d'environnement, t'as toujours l'habitude d'être la copine noire. Et on dit, ah, mais tu connais machin. Souvenir d'enfant, quand j'allais à la boulangerie et que par exemple il me manquait de la monnaie, etc. La boulangère disait, ah bah t'es la fille de qui? Parce que dans le village il y avait 3 familles noires. Et je dis, ah bah je suis la fille d'une telle. Ah bah ok, bah quand ta mère elle passera demain, elle me donnera le change, t'inquiète pas. Et c'était très très identifiable. Aujourd'hui, quand je retourne dans le village où j'ai grandi, mais j'ai jamais vu autant de noirs de toute ma vie. Il y a vraiment une mixité qui s'est installée. J'ai parfois du mal à reconnaître le village, mais bizarrement. Et ça, c'est en l'espace de combien d'années? C'est quoi, 20 ans? Plus de 20 ans? Ça fait... La maison familiale, on l'a depuis un peu plus de 30 ans. Mais dans le même temps, l'extrême droite n'a jamais été aussi haute de tout le temps que mes parents ont cette maison ici. Lors des dernières élections, je pense qu'on n'a jamais vu un score aussi haut de l'extrême droite. Et c'est un truc, je me dis, alors je sais pas comment l'expliquer parce que moi je vis pas vraiment là, tu vois, c'est pas un truc où tu vas chez la boulangère, tu discutes avec des gens, etc. Mais c'est vrai que en emménageant dans cette maison, nos voisins, la maman était raciste, le papa était plus ouvert d'esprit et la maman était raciste parce que dans sa famille les gens étaient racistes. Et en fait, finalement, en côtoyant mes parents, les amis de mes parents, ça lui a permis d'ouvrir. Et de temps en temps, c'est des phrases du genre « Oh, mais pourquoi tous les noirs ne sont pas comme vous ?» Et là, c'est un travail d'éducation de « Ah bah non, mais il y en a plein d'autres comme nous, regarde, mon ami que t'as vu la dernière fois, bah tu vois, c'est un comme nous. Mon ami la dernière fois, c'est un comme nous. » Donc c'est plus facile, tu vois, d'ouvrir les yeux. Après, je pense que c'était une personne qui était ouverte à l'évolution et à la discussion, ce qui fait que tu peux te permettre d'avoir ce genre de conversation et d'évoluer dans ce sens-là. Il y a d'autres personnes avec qui ça s'est pas du tout passé comme ça. Enfin, je me souviens qu'il y avait une maison dans la rue. Le papa, quand on est arrivé, il était raciste. Aujourd'hui, sauf s'il a déménagé, mais je pense qu'il est toujours raciste. Il n'y a pas de changement. Enfin, et pourtant, on n'est pas, tu vois, on n'est pas des voisins... je pense très dérangeant. Je pense qu'on a assez de considération pour le voisinage. Quand il y a des fêtes de famille où on sait qu'il va y avoir du bruit, bah, comme tous les petits voisins qui se respectent, on va écrire un petit mot qu'on va mettre dans les boîtes aux lettres des voisins pour les prévenir en s'excusant d'avance. Quand on fait à manger, on fait des gâteaux, on partage avec tout le monde. Enfin, il y avait ce sens aussi de communauté. Parce que dans notre rue, du coup, quand on a emménagé, il y avait... quasiment toutes les maisons avec des enfants plus ou moins du même âge avec un delta de 10 ans, ce qui fait que tu avais des groupes d'âge, quoi. Donc tous les enfants se mélangeaient, on allait chez les uns et les autres et grandit un peu comme dans une série des années 80-90, quoi. Et en fait, j'ai eu cette habitude d'être la seule noire ou la noire parmi un lot de 3. Et en fait, en arrivant à l'université, où là, tu dois former des relations avec d'autres personnes, parce que à l'université, tout le monde ne va pas à la même fac, à moins que vous voyez le même groupe de potes et que vous voulez tous faire philo, ou tous faire histoire géo, ou maths appliquée, a priori, on s'éparpille un petit peu. Et parce que les noirs que je côtoyais, à part mes cousins, j'en côtoyais très peu. Et même à ça, mes cousins, c'était mes cousins. Pourquoi? Parce que c'était les enfants des amis de mes parents. On n'était pas vraiment liés, tu vois. Ouais. Donc, du coup, en fait, quand j'y repense maintenant avec un peu de recul, je me dis, en fait, j'avais des amis noirs. C'était les enfants des amis de mes parents. Parce que quand tu côtoies d'autres personnes, tu dis, lui, c'est le fils d'un ami de ma mère, on se connaît depuis qu'on est tout petit. Mais eux, ils se définissent en tant que copain-copine. Alors que nous, c'est forcément un cousin. Et les enfants de tes oncles et tantes, directs de tes parents, ce sont tes frères et sœurs. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça répond à la question de
de sentiment d'appartenance, en fait, quand est-ce qu'il naît. Et je pense que le fait que tu aies eu cette grande famille, que tu aies eu des proches, etc., qui étaient aussi en France et qui n'étaient pas loin géographiquement, ben, ça fait toute la différence, parce que je me dis que, imagine, tu aurais été, je sais pas moi, fille unique ou une fille dans une famille pas nombreuse, et c'est juste votre famille nucléaire dans une petite ville, et tu rentres dans cette école où tu es toute seule, etc. En fait, je me demande à quel moment t'as un sentiment d'appartenance qui se crée quand il n'y a pas vraiment d'autres modèles autour de toi que ta famille nucléaire, vraiment au sens strict. Et je trouve que c'est limite, en fait, une période clé pour savoir pour savoir comment l'enfant va décider de se construire. Est-ce qu'il va se construire en étant dans une intégration, j'emploie les termes que les Français utilisent. Hein. Est-ce qu'on va être dans une intégration? Est-ce qu'on va être dans un rejet de la culture française? Est-ce que tu vas être dans une assimilation complète? Ou est-ce que tu vas juste comprendre la complexité de ton identité dans le pays dans lequel tu grandis, etc. Comme tu l'as déjà dit, par exemple, toi, à la maison, tu avais bien conscience que, ok, on est en France, etc., mais à la maison, c'est la culture Congo qui prime, quoi, par exemple. Donc tout ça joue énormément. Après, le truc aussi qui, dans mon cas, et je parle que de ma propre expérience, hein, je ne veux pas dire que tous les enfants qui ont grandi dans le même cas que moi ont vécu la même chose, c'est que pendant très 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 longtemps, moi, personne ne voyait mes cheveux. C'est-à-dire que je défaisais mes cheveux, par exemple, le samedi après-midi, le dimanche matin, j'étais recoiffée. Je sortais jamais avec mes cheveux naturels. Je défrisais mes cheveux. Quand j'ai commencé à faire des tissages, je faisais des tissages très 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 lisses. J'ai pas appris à gérer des choses qui font aujourd'hui partie de mon identité et que j'ai appris à aimer avec le temps. Peut-être que si j'avais grandi dans un environnement un peu plus différent, j'aurais pu, tu vois, me dire que j'aurais pu plus apprécier mon afro. Après, ce qu'il y avait aussi, c'est que oui, j'avais mes cousins, mes cousines, donc on était assez proches, etc. Mais même dans mes cousins, cousines, il y avait un gap de par la situation de mes parents. Oui. Donc du coup, j'avais accès à certaines choses auxquelles eux n'avaient pas forcément accès. Et même au sein de ma famille, parfois on va me dire, mais toi c'est parce que t'es la petite blanche. Parce que du coup, t'as nous qui vivons dans une maison avec un jardin, et puis t'as une partie de la famille qui vit soit en HLM, soit en banlieue, enfin des choses comme ça. C'est vrai que ça fait la différence aussi. Ouais. Tu vois, en grandissant, ça fait quand même un gap, alors que moi, j'avais pas forcément l'impression d'avoir plus qu'eux. C'est juste que mes parents ont décidé de se sacrifier en se disant, écoute, au moins si on peut avoir une maison pour nos enfants. Après, quand tu regardes de loin, tu vois, c'est comme si tu dis, ah bah eux, ils ont une maison, ils sont forcément riches. Non, pas spécialement. Ça peut être vrai aussi. C'est vrai que ça peut créer des... Je sais quoi le terme. En fait, c'est clivant. Ça peut être clivant. C'est assez clivant. Et dans ton intégration, ta façon d'avoir un sentiment d'appartenance avec tes cousins, etc., ça peut aussi jouer. Mais tu vois, moi, je te retrouve beaucoup dans ce que tu dis par rapport aux cheveux, parce que je pense que c'est générationnel et que c'est pas forcément lié à l'environnement dans lequel on était. Parce que si je réfléchis bien sur notre génération, elles n'étaient pas nombreuses, les femmes noires qui portaient juste leurs cheveux au naturel. Et j'ai l'impression qu'il y a un changement qui a eu lieu dans la manière dont on s'occupait de nos cheveux. J'ai envie de dire que quand on parlait de se coiffer, etc., et ben, je pense que c'était pareil que toi, c'était plus question de cacher son cheveu plutôt que d'en prendre soin. Et je me souviens, en fait, j'ai des flashbacks de moments où, tu sais, t'es en train de programmer quand est-ce que tu vas changer tes tresses et t'es déjà en train de te disputer avec ta mère. Tu te dis, mais regarde, mes tresses, elles sont abîmées, j'ai besoin de les changer à telle date. Et ta mère, elle te dit, ouais, non, mais si tu les défais maintenant, il faut que tu les défasses maintenant parce qu'elles sont sales, mais je vais pas te coiffer avant 2 semaines. Et tu la regardes, genre, non, c'est pas possible. Tu dois me coiffer là. Voilà. Et c'était vraiment ce truc de être coiffée. Ça voulait dire couvrir ses cheveux. Peu importe comment tu faisais, que ce soit des rajouts, que ce soit des tissages, que ce soit des postiches, peu importe. Il y avait toujours ce truc, cette logique de il faut les cacher. Tu les défais, tu les laves, hop, tu les recaches. Et, c'est ça. Et pendant un temps, je pense que c'est quand j'avais 13 ans. Non, je n'oublierai jamais. Je devais avoir 13 ans ou 14 ans, j'étais au collège. Et j'avais défrisé mes cheveux. Je pense qu'entre 2 défrisages,
J'avais défait mes tresses et je savais pas quelle coiffure faire, donc je me suis dit, bah, je vais juste aller à l'école comme ça. Et j'avais juste fait, tu sais, un petit chignon avec mes cheveux. Et c'était pas très long, donc ça faisait un peu l'ananas, tu vois, les petits pics qui sortaient de l'élastique. Et en fait, ce qui m'avait tellement marqué, c'est que le jour où j'ai fait ça, la seule personne qui s'est moquée de moi, c'était un homme noir. Et en fait, ça m'a tellement marqué. Et je me suis dit, ce que je trouve difficile, en fait, quand tu te construis, c'est que on va toutes vivre des moments comme ça, en fait, qui vont être décisifs. Ça a marqué un tournant dans la manière dont tu te perçois. Sur des petites choses comme ça, tu vas réfléchir, en fait, d'où ça me vient telle ou telle chose. Et tu vas te rappeler de plein de petits moments décisifs comme ça. Et ce que je trouve vraiment dommage, c'est que quand tu vis des situations comme ça, la personne qui t'a blessé, elle s'en rappelle pas. Tu sais, elle a dit un truc, elle continue sa vie, elle passe à autre chose. Toi, ça reste avec toi. T'imagines, ça m'est arrivé genre à 13-14 ans. Et là, à 35 ans, je suis capable de me rappeler le jour où je me suis dit, purée, c'est la honte de sortir avec mes cheveux. Je peux plus jamais faire ça. C'est trop dommage. Enfin, mais moi, j'avais une collection de bandanas. Et puis même, tu sais, t'avais aussi le côté assez... Le côté qu'on peut avoir aujourd'hui assez décomplexé de oui, c'est une perruque. Et alors, moi, je me souviens que quand j'avais 10 ans, je suis rentrée au collège. Et je pense que j'ai attrapé un champignon. Et en fait, sur le cuir chevelu. Donc, du coup, on a dû me raser la tête. Oh, et ma mère m'a dit, écoute, on va t'acheter une perruque. Mais elle m'avait acheté une perruque avec un bandeau comme, tu vois, genre la mode de l'année dernière. Tu sais, tu mets un grand bandeau noir et puis derrière, t'as tes petites tresses qui tombent, tu vois. Bah, heureusement que c'était la mode. Ouf, je te jure. Non, mais à l'époque, c'était pas la mode. Moi, je te parle de ça parce que l'année dernière, je voyais beaucoup de filles avec des gros bandeaux et tout. Et ça m'a refait penser à ça. Où du haut de mes 10-11 ans, en fait, je devais porter une perruque. Mais je devais porter une perruque. Au sport, fallait voir comment j'essayais d'attacher ma perruque. Faire super attention, pour pas qu'elle tombe. Forcément, on avait gymnastique. Donc, bien c'est pas sûr. un truc où tu peux bien tenir ta perruque. Oh mon Dieu. Je me souviens très bien qu'une fois, j'ai fait la roue, ma perruque, elle était tombée. C'est le stress de ça, donc, tu vois. Et dans ta classe, t'es la seule fille noire et tu te dis, ben voilà, en Putain, fait... c'est horrible. Et en fait, quand elle est tombée une fois, une deuxième fois, j'avais expliqué à un petit groupe de copines. Je disais non, mais en fait, c'est parce que j'ai des plaques et que je dois le traiter et je peux pas avoir mes cheveux et le temps que ça repousse, etc. Et ce que j'avais aimé, c'est que j'avais ces deux copines qui ont vraiment pris le problème à bras le corps et qui me défendaient coûte que coûte. Et j'avais aussi deux autres copains, parce qu'on était un petit groupe de 5 personnes qui aussi me défendaient à bras le corps, tu vois. Donc face à tous ces élèves, surtout que moi je venais d'une petite école, donc dans ma école il y avait une classe de CP, une de CE1, CE2, CM1, CM2, okay. C'était fini, tu vois, il y avait genre 6 classes. Et là tu passes dans un collège où t'as 3 classes de 6e, ensuite t'as 5 classes de 5e et après t'as 5 classes par niveau, tu vois. Donc du coup ça faisait vraiment beaucoup de monde. Et donc, du coup, c'est c'est la fille avec la perruque. J'ai entendu dire que t'as perdu ta perruque au sport. Et les gens me défendent. C'est ça. Et en plus, à l'époque, j'étais si impulsive. Donc, je me dis, bon, bah, c'est pas grave et tout. Au moins, j'avais des gens qui me défendaient. Et ça m'a rassurée. Après, c'est vrai que quand tu regardes face aux autres, etc., c'est que moi, ma maman, elle est très naturelle. Donc les histoires de se pomponner pendant des heures et des heures, c'était pas son dos. Se faire coiffer, c'est ah oui, je dois me faire coiffer, mais tu sais, elle est toujours très... elle va se faire des nattes collées, elle va se trouver très belle avec des nattes collées, elle va se poser une petite perruque, elle s'en fiche. Moi, ça me fait trop rire quand elle fait des remarques comme ça, genre vous n'avez pas besoin de faire tout ça, etc. On est là, excusez-moi madame, tout le monde n'a pas eu la chance de sortir avec le visage, la chevelure, etc. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Parce que franchement, quand tu regardes les quelques tantes qui nous font ces remarques, etc., et les mamans, tu remarques que c'est celles qui ont les visages, genre visage de mannequin, et t'as la chevelure qui va avec. Et maintenant, tu nous dis, oh, mais moi, j'ai pas besoin de tout ça, c'est ridicule, pourquoi vous faites ça? Parce qu'on ressemble pas à toi, en fait. Excuse-nous, nous, on essaye. C'est trop facile à dire. Et tu sais, même quand on me disait, oui, mais... pourquoi tu vas pas chez tel coiffeur, mais il va te faire ça vite fait. Tu dis mais non, en fait moi je dois aller voir un coiffeur spécifique. Et c'est vrai qu'en grandissant dans un village, pour trouver un bon coiffeur, c'est toujours compliqué. C'est forcément une tantine qui te met la tête entre les cuisses, dont on a déjà parlé dans un épisode. Et si c'est la seule coiffeuse de la zone, elle va te faire payer 3 fois le prix que tu paierais en grande ville, etc. C'est incroyable. C'est ça. Et le jour où ma mère a découvert une coiffeuse, ou par hasard elle m'a dit écoute, on va aller là-bas et tout, et c'était incroyable. La première fois que je me suis fait coiffer en salon, j'ai revécu
Mais même à ça, je faisais que des tissages parce que pour moi, j'avais besoin d'avoir les cheveux lisses. J'ai jamais même fait un tissage bouclé de ma vie. Ouais. Après, à partir de 25 ans, là, j'ai commencé à mettre un peu de couleur, un peu de boucle. Mais je pense que de mes 17 ans jusqu'à mes 25 ans, c'était un B ou numéro 1, raide, longueur d'épaule. Il n'y avait pas un truc avec l'arrêt sur le côté, il n'y avait pas un truc qui bougeait, tu vois. Et en même temps, je me dis, quand je regarde les photos de l'époque, je me dis, mais c'est parce que toutes les filles de mon école étaient coiffées pareil. On était toutes identiques, toutes les filles avaient un fer à lisser, toutes les filles avaient les machins. Et à l'époque, il n'y avait pas les brésiliennes, il n'y avait pas les cambodgiennes, il n'y avait pas les vietnamiennes comme mèche. Et il n'y avait pas des techniques en fait qui permettaient de parfaitement cacher, mélanger, etc. le cheveu. En fait, à partir du moment où tu faisais des extensions, n'importe quel type de rajout, ça se voyait. Il n'y avait pas de question de c'est indétectable ou je sais pas quoi. Non, il n'y avait pas de ça. No blend. Il n'y avait pas de blend, il n'y avait pas de fausse râle. Mais ma coiffeuse était très, 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 très douée. Je tiens à le reconnaître. Je pense que si aujourd'hui elle avait suivi les tendances, parce que malheureusement je l'ai perdu de vue, mais si elle avait suivi les tendances, moi je pense que c'est une coiffeuse que tu peux mettre sur des plateaux, sur des clips, une vraie... Parce que déjà, elle avait une main mais incroyable, ce qui fait qu'avec elle, mes cheveux, ils sont arrivés jusqu'à mon dos, en fait. Ouais. Et j'ai plus jamais eu les cheveux aussi longs qu'avec elle, mais après, ce que j'ai compris, en rétrospective, c'est que mes cheveux n'aiment pas être manipulés tous les jours. Ouais. Donc forcément, tu fais un tissage pendant 3 semaines, 4 semaines, tes cheveux sont couverts, quand tu les défais, ils sont en pleine forme. Tu les laisses tranquilles. Mais bon, du coup, voilà. Et tu sais, t'avais donc ces amis qui comprenaient pas le temps que toi tu vas mettre chez la coiffeuse. Ils disent, bah là, mes cheveux, faut que je les défasse. J'en ai à peu près pour 2 heures, le temps de faire des soins, etc. Après, ma marraine m'avait expliqué comment faire des soins sur mes cheveux. Entre les bains d'huile, les machins, etc. T'es là, tu te dis, ah ouais, faut que je fasse tout ça. Il dit, ah non, mais t'as tes copines qui disaient, mais allez, viens, on sort. Bah non, en fait, aujourd'hui, c'est ma journée cheveux. Bah non, mais j'ai juste, tu te fais un shampoing et puis c'est bon. Bah non. Parce que du coup, tu n'avais pas aussi l'accès à tous les produits comme on a maintenant pour les cheveux. Et ça, j'ai vraiment senti la différence fort en étant dans ce village-là. Parce que ne serait-ce que quand j'ai commencé à me maquiller, pour trouver ma teinte, c'était la croix et la bannière. Mais tu te rappelles, à l'époque, en plus, c'était à la mode de faire... j'ai oublié comment ça s'appelle, mais le look un peu... smokey eye, voilà. C'était la mode de faire le smokey eye et c'était impossible... de trouver un noir qui est noir pour faire du smokey eye sur des noirs. C'était toujours gris. Tout ce qu'on faisait, c'était gris. C'est ça. Et du coup, tu vois, même, tu sais, quand on te disait, mais non, mais moi, j'ai été au supermarché, j'ai pris ma poudre, machin. Mais moi, jamais de la vie, je prends ma poudre en supermarché, je vais pas trouver. Ouais. Tu vois, c'est insupportable. Je pouvais trouver des vernis, des rouges à lèvres, mais et du crayon noir pour les yeux. Quand j'ai commencé à me maquiller, j'avais peut-être 23 ans. En France, en tout cas, je trouvais pas grand-chose. Il fallait aller à Paris, vraiment dans certaines zones pour trouver les choses qui m'allaient. Et c'est là que tu commences à acheter des poudres Black Up. Tu vas chez MAC. MAC, c'est vraiment la révélation quand tu commences à te maquiller, je trouve. Mais moi, j'étais une jeune femme Black Up. Ah ouais. C'était pas... Mais tu sais que... Non, moi, j'étais pas MAC. D'ailleurs, en plus, Black Up, ils sont en train de vivre une sorte de renaissance, là, parce que j'ai regardé un peu ce qu'ils faisaient sur les réseaux, etc. Et j'ai l'impression qu'ils sont dans une période où ils veulent un peu revamp leur marque, etc. Et je me disais, franchement, c'est trop bien, parce que c'est vrai que ça fait partie des toutes premières marques où on se disait, waouh, il y a des trucs pour nous, tu vois, Black Up, Sleek, pour les palettes de fard à paupières. Les fards incroyable. Fards à paupières. Ma poudre, c'était une poudre Iman et personne ne connaissait dans mes copines. C'est vrai. Mais c'est quoi cette poudre ? Bah, c'est Iman Cosmétique et tout. Et elle était incroyable cette poudre. Je pense que je l'ai usée, abusée, etc. Je disais à ma mère, il faut acheter cette poudre, il faut acheter cette poudre. Et puis quand le magasin exotique à côté de chez nous a commencé à vendre certains produits, j'étais là, oh trop bien, j'étais trop contente. Mais le choc de ma vie, c'est que quand j'ai été au Canada étudier, j'étais pas dans une grande ville. Mais... dans le petit supermarché du coin, j'ai trouvé la parfaite teinte de fond de teint pour moi. Un Maybelline, ou un... Ouais, c'était un Maybelline. Le Fit Me de Maybelline. Oui. Parfaite teinte pour moi. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a certaines choses dont on se plaint, enfin, dont on se plaignait en France en pensant que c'était quelque chose d'occidental, en fait, globalement. Alors que c'est vrai qu'en France, il y a vraiment une énorme séparation, en fait, par rapport à la race, en fait. Parce que tu pars en Angleterre, c'est la même chose. Tu peux trouver tes produits, en fait, n'importe où.
Il n'y a pas de Même en séparation Belgique. de allons chez l'exotique, allons chez truc. En Belgique aussi, c'est vrai. Quand tu fais certains magasins, tu te dis, mais on est beaucoup plus représenté. Et là, comme tu le dis, au Canada, tu peux aller dans n'importe quel supermarché, tu trouveras des teintes qui vont aller jusqu'à toi. Mais en France, c'est vraiment un truc d'office. Je ne sais pas ce qui se passe dans les bureaux quand les gens prennent ces décisions. Ils partent du principe que quand tu arrives aux teintes foncées, ça ne va pas être rentable, ça ne sert à rien de les mettre partout comme ça et de les rendre disponibles. C'est vraiment étrange. C'est ça. Et c'est pour ça que quand il y a eu le truc de Fenty, que tout le monde disait waouh, Fenty, Fenty, Fenty. Non, pas waouh, Fenty, c'est juste que elle a vraiment ciblé sa campagne dessus, mais c'était pas la seule à le faire. Comme tu dis, Iman, c'est là depuis très longtemps. Iman, c'est là depuis, et Lancôme aussi. Lancôme, moi je me souviens que à l'époque il y avait un Nocibé pas loin de là où j'ai grandi, et tu sais, au moment des soldes, t'as toujours les paniers là avec les produits invendus, ou en gros, maintenant j'ai compris que c'est des produits qui sont en fin de vie. Dans les stocks, parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont sur les rayonnages, donc ils sont obligés de les brader pour les vendre, parce que sinon ça va aller à la poubelle. Et je me souviens que j'avais trouvé le Ultra Wear Lancôme parfaite dans ma teinte. J'avais pris la teinte de ma mère, etc. Et c'est comme ça que j'avais découvert que chez Lancôme, ils avaient des teintes plus foncées. Ouais, il y avait Lancôme, il y avait même la marque Marie Kay. Il y avait Bobbi Brown aussi, oui. Il y avait énormément de marques qui le faisaient. Et c'est juste que, malheureusement, justement, en fait, l'engouement qu'il y a eu sur Fenty, c'est que tout était disponible directement et partout. Alors que pour les autres marques, c'était toujours une question de ça dépend où est-ce que vous êtes basé, etc. Je pense que pour la France, globalement, si t'étais pas à Paris, t'allais pas trouver certaines teintes, en fait. C'était même pas la peine d'essayer. Et après, le truc qu'on m'a beaucoup répété quand j'étais plus jeune, c'est chat échaudé craint même l'eau froide. Ce qui fait que parfois tu te dis, j'ai envie de m'acheter un nouveau blush, j'ai envie de machin, et puis tu te dis, est-ce que si c'est pour prendre un blush et qu'il apparaisse talc blanc sur moi, non, ça vaut pas le coup, je vais pas aller regarder, tu vois. Et c'est comme ça que quand j'ai commencé à me maquiller vraiment, je me suis dit, je vais vraiment m'intéresser aux marques, et j'ai découvert plein de marques qui en fait vont dans des teintes incroyables. Je me souviens qu'il y avait une fille qui m'avait offert un blush Black Up, mais orange irisé. Je crois que c'était mon premier blush orange. Pour moi, ça, c'était une révélation. Parce que quand on te parle de blush, tu as tes copines qui mettent du rose, du rose coupé, des machins. C'est toujours t'es là, tu dis... et tu dis, je vais mettre du rose. Et quand j'ai mis du orange... C'est pas tes sous-tons, quoi, ça n'a rien à voir, oui. Tu te rappelles quand on a découvert le Taj Mahal de chez Nars? Qu'est-ce que j'étais obsédée par ce truc tous les jours. Taj Mahal sur mes joues, là. non, mais franchement, même quand il te disait orgasme, mais grave. Là, tu dis, yes, orgasme, ça marche sur tous les temps. Mais moi, celui que j'utilisais beaucoup de chez Nars, c'était un rouge, mais je sais plus comment... Exhibit A. Je pense que c'était que je te l'avais emprunté, c'était vraiment des belles couleurs. Et donc, du coup... Après, c'est aussi s'amuser, c'est aussi tu vas tester plein de choses, tu vois, il faut pas se limiter. Et même vestimentairement parlant, aujourd'hui, je peux facilement sortir avec un boubou. Parce que je trouve que c'est une jolie tenue, t'as des boubous, tu mets avec une paire de claquettes, tu mets des jolis bijoux, un joli sac, ça passe très bien quand tu sors. Parce que en grandissant, c'est quoi cette tenue de blédarde? Et tu dis, non, c'est pas une tenue de blédarde, parce que moi, quand je vais au pays, je vois beaucoup de femmes qui sortent avec les boubous. En fait, il y a un truc qui se fait dans ton cerveau où t'as l'impression, en tout cas dans mon cas, j'avais l'impression d'avoir plusieurs identités en même temps et que je n'arrivais pas à les faire coexister l'une avec les autres. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Soit t'étais trop d'un côté, soit t'étais trop de l'autre. Et quand je suis partie au pays et que j'ai été jusqu'au village de ma mère, là, j'ai senti comme si c'était, ok, ça c'est la maison. Et à partir de là, donc j'avais 14 ans, à partir de là, j'ai commencé à me dire que, ok, je peux être et ça en même temps. Ok, je peux faire ici et ça. Parce que le truc où jusqu'à tes 14 ans, tu grandis en France, en Europe, et on te rappelle tout le temps que tu n'es pas chez toi. Quand moi, je suis partie au Congo pour la première fois, on m'a rappelé partout que j'étais pas congolaise. On me dit, toi, t'es l'enfant d'Europe. Et tu dis, en fait, si même chez moi, je suis pas chez moi, où est-ce que je suis chez moi? Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire, ok, donc en fait... je serai jamais chez moi nulle part, c'est à moi de choisir là où je serai chez moi. Et quand tu réfléchis comme ça, tu te dis oui, mais en fait, je suis chez moi dans les deux parce que je me sens autant française où je peux chanter des chansons paillardes et faire des blagues un peu en dessous de la ceinture et que je peux boire, apprécier le bon vin. T'as vu comment t'as résumé la culture française? Non, mais je me sens insultée.
Ah, Non, mais qu'est-ce qu'on j'allais... essaierait au fond de cette Au fond boîte de cette boîte, chante les voilà. sardines. Exactement, mais autant je peux apprécier tout ça, aimer la bonne viande, la bonne charcuterie, que je peux apprécier des produits du terroir, tu vois, que tu peux apprécier un bon vin, que tu peux, tu vois, apprécier une certaine culture littéraire, etc. Autant j'aime ma culture congolaise, j'aime la rumba, j'aime la gastronomie congolaise. J'aime le sens de la famille que ça me donne parce que Ouais. c'est quelque chose, vraiment le sens que j'ai et l'amour que j'ai pour ma famille. Si ça n'avait pas été, si je n'avais pas été congolaise, je ne sais pas si ce serait à ce niveau. Je peux apprécier l'entraide et le sentiment, ce sentiment d'appartenance. Parce que quand bien même les gens te disent « Oh, mais toi, t'es l'enfant d'Europe, toi, t'es l'enfant d'Europe », à la fin, ça reste « Mais t'es toujours mon enfant. Tu resteras mon enfant, on est une famille, et puis c'est comme ça, et puis on va s'apprendre, etc. Bah, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis aussi. Je pense qu'il y avait vraiment ce truc où, comme on vivait dans un environnement qui ne nous permettait pas d'avoir tout, tu avais l'impression de toujours devoir faire un choix. Et ben en fait, c'était une sorte d'autocensure. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est dit clairement, mais c'est implicite dans tout ce que tu fais. Ça veut dire que la manière dont tu vas parler, elle va être critiquée. Les choses que tu vas manger, ne serait-ce que ça. Tu vois, moi, l'autre fois, je parlais avec une de mes nièces qui disait qu'elle aimait pas la nourriture de la cantine. Elle demandait à sa mère de tout le temps lui mettre son repas du midi dans son sac. Elle lui disait, ouais, je veux du riz et du pondu. Et je me disais, purée, je suis tellement heureuse que nos enfants, ils aient déconstruit ça parce que moi, je sais qu'à son âge, tu m'envoyais avec la nourriture de la maison à l'école. Mais j'avais envie de me cacher parce que je me disais, mais c'est parti, on va me dire. Et l'odeur, et le truc. Ah, ça c'est quoi? On dirait du caca, on dirait truc. J'aurais pas supporté. Donc tout de suite, t'es tout le temps dans la censure de je vais pas montrer c'est quoi ma culture exactement, je vais pas être trop en colère, etc. Parce que t'as pas envie d'être tout le temps la bête de foire, t'as pas envie de donner raison à certains préjugés que les gens ont projetés sur toi, etc. Et tu te rends compte que, moi, il y a plein de situations où je me rendais compte que t'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. Tu peux juste être là, debout et respirer, qu'on a déjà projeté tellement de choses sur toi. Et précédemment, là, j'ai vu une vidéo qui m'a tellement énervée parce que ça m'a rappelé tout ça. Je sais pas si t'es au courant, mais la Secret Story, ça a repris sur TF1. Ah oui, j'ai vu la vidéo. Voilà, et t'as la candidate qui s'appelle Romy, en fait, qui est... Je pense que c'est le premier jour où ils sont dans la maison, le deuxième jour, hein, on n'a même pas eu le temps de respirer. Elle est assise sur le canapé, et puis t'as des gens qui sont en train de discuter et tout dans la maison, etc., à table, et il y a une personne qui arrête pas de l'interpeller et de lui dire « Mais pourquoi tu restes assise là-bas? Pourquoi tu dis rien? Machin. Oh, elle est dans son coin, machin, machin, elle est en train de tirer la tronche. » Et en fait, tu te rends compte que tous ces gens sont en train d'écrire une histoire. Ils sont littéralement en train de tisser une histoire autour d'elle, alors qu'elle était juste assise. Et elle a littéralement dit, à un moment donné, elle dit « Mais en fait, je suis juste là, c'est tout, quoi. » Assise, quoi. Voilà, elle était assise. Et je me suis rendu compte le nombre de fois où ça m'est arrivé, pas forcément aussi jeune, mais en tout cas dans le milieu professionnel, dans le milieu universitaire, tu n'as qu'à exister et on va déjà te coller des choses. C'est incroyable. Bien sûr. Maintenant, le truc, c'est que moi, je suis contente de voir que les femmes qui viennent juste après, je veux dire la génération juste après, elles soient capables de dénoncer les choses plus frontalement. Parce que j'ai l'impression que nous, encore, au niveau de notre génération, il y avait vraiment ce truc de... Il ne faut pas prendre trop de place. Et je pense que nos parents aussi nous inculquaient ça, c'est que on est ici, mais on n'est pas vraiment chez nous, donc dose, s'il te plaît, dose. Je suis contente que tu saches qui tu es et tout, et que tu es heureuse de qui tu es, enfin, que tu sois fière de ton identité, etc. Mais quand même dose, parce que on doit courber les chines ici. Et ça, c'est vraiment le truc qui me fait trop mal. Je me dis, il faut combien d'années, en fait, pour apprendre à cesser de s'auto-censurer comme ça? Parce que j'essaie de penser à la dernière fois qu'il m'est arrivé un truc comme ça. Je pense que c'est il y a 3 ans. Tu sais, quand j'étais partie... Il y a un job dans lequel on avait fait une sorte de séminaire. On était parti faire du tir à la carabine, voilà. Et en fait, première soirée, j'arrive et tout, et puis mon équipe, c'était que des hommes. Il y avait majoritairement des hommes blancs, et puis t'avais un mec qui venait de Chine, voilà. C'était ça mon équipe. Et donc il y a les 7 mecs qui sont là, et il y a leur manager que j'avais jamais rencontré, qui vient d'Amsterdam, et la première chose qu'il dit quand il nous regarde tous, il dit bon, on va porter un toast, etc. Il regarde mon manager, et il lui dit Kevin, je suis fière de toi, je vois que tu as fait beaucoup d'efforts
dans l'aspect recrutement de diversité en me regardant et puis il rigole et il trinque. Et en fait, ce qui me vénère, c'est que dans des situations comme ça, tu réponds pas, t'es figé. Et sur le coup, les gens, ils ont gloussé, genre gêné, etc. Mais personne n'a réagi, en fait. Et ça aussi, c'est des choses qui m'agacent parce que, en fait, on doit vivre avec ce genre de situation. Mais normalement, on devrait être tous assez déconstruits et assez éduqués pour comprendre qu'il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se disent pas. Surtout que lui, c'est le manager du manager. Tu représentes quand même la société à une échelle plus grande, en fait. C'est incroyable. Moi, ce que j'ai compris en évoluant dans le milieu corporate, etc., quand tu es une femme, de surcroît que tu es une femme noire ou une femme d'autre couleur d'ailleurs, il y a toujours des blagues où tu dois essayer un peu... tu dois prendre sur toi. Parce que si tu prends pas sur toi, tu vas être catalogué. Et parfois, tu te dis... soit tu t'en fous de prendre sur toi, soit tu... Et c'est aussi une question de personnalité. Je sais qu'en étant plus jeune, il y a beaucoup de choses que j'ai acceptées. Aujourd'hui, je n'accepterai pas, tu vois. Parce qu'on se préserve, en fait. C'est une question d'autopréservation. Parce que c'est vrai que sur le moment, j'aurais pu lui dire « Mais c'est super déplacé ce que vous dites, c'est dégueulasse. Pourquoi vous rigolez ?» Et au final, j'aurais été quoi ? J'aurais été la femme noire en colère. C'était automatique. Donc, peu importe ce qui se passait, ça allait mal finir pour moi. Le truc, c'est, tu vois, par exemple, parce que quand tu es aussi la seule personne noire dans un milieu, tu es aussi la caution stéréotype. Donc, j'entends par là de « Ah, mais t'as des jolies fesses, mais c'est normal, toutes les femmes noires ont des jolies fesses. » Alors non, je peux te présenter des femmes noires qui n'ont pas de jolies fesses. Ça existe. Tu vas être en soirée d'entreprise, bah voilà, il y a de la musique. Toi, tu dois certainement savoir danser. Ah non, je suis désolée, j'ai 2 pieds gauches. En fait, passons au truc universel aussi le truc que je trouve ouf, c'est que quand t'es une femme noire en France, tu passes d'une période où, genre, de l'enfance à l'adolescence, t'es la moche de service, parce que t'es noire, d'office. Et puis d'un coup, t'es une tigresse au lit, une déesse exotique. Mais d'où vient cette femme avec un corps incroyable, machin, sa peau, ces trucs. Donc du jour au lendemain, tu peux être la dernière des vierges, tu peux être la plus asexuée du monde, mais d'un coup on t'a regardé, on a dit toi tu fais des choses au lit. Non mais en fait c'est vraiment ça, et du coup quand tu essayes de te construire, tu te dis mais je ne sais même pas ce qu'on attend de moi, parce que comme on te projette directement dans une case et qu'on ferme la porte derrière toi, tu dis mais je n'ai même pas eu le temps d'exprimer, tu vois. Ça arrive que les noirs soient en retard, mais ça arrive aussi que les blancs soient en retard. Bah donc, oui. il y a des stéréotypes ethniques qui font que tu te dis ok, il y a telle personne qui sont comme ça, mais moi je peux être aussi l'exception. Ah oui, mais toi t'es pas comme les autres noirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que en fait, quand je repense à mon enfance, à mon adolescence et à ma période de jeune adulte, je me dis que on a trop fait des grands sacs et on a trop voulu éteindre la multiplicité et la complexité que qu'est d'être une personne noire, en fait. Et ça, c'est un peu... c'est mon regret aujourd'hui, et si je peux transmettre quelque chose à mon enfant et mes autres enfants, si jamais il y en a, c'est de se dire que, dans tous les cas, soyez, comme dirait JB Mpiana, soyez les meilleurs. Soyez les meilleurs. Si vous êtes les riches, soyez les riches. Les meilleurs, soyez les riches. Oh purée, c'est tellement simple. Non mais vraiment, parce que tu vois, par exemple, moi il y a des choses qui ne m'intéressent absolument pas. Mais si mon enfant vient me voir en me disant « Maman, j'ai envie d'aller pêcher sur un lac au fin fond de je ne sais quoi », je vais pas lui dire « les noirs font pas ça, hein. Ah non, tu fais pas ça. » Je vais lui dire « Ah, ok, bon, vérifie que t'as un gilet de sauvetage. » Moi je pleure, je dis « Mais pourquoi vous voulez toujours m'envoyer dans des choses comme ça ?» Ah non, seulement. Non mais, tu vois, parce que je me dis, même moi, je pense que, même si parfois je me suis sentie un peu mal à l'aise, à l'étroit, où j'ai pas vraiment pu exprimer ce que j'avais envie de faire, etc. Moi je me souviens que quand j'étais plus jeune, je voulais absolument faire de la danse classique. Mais là où j'étais, il n'y en avait pas. Ma mère m'a inscrit au moderne jazz, et puis elle m'a inscrit au théâtre. C'est pas plus mal, parce que du coup je me dis ça m'a donné une expérience différente. On m'a pas forcé à faire un truc, tu vois, que je voulais pas faire. On m'a dit écoute, là on a telle option, dans les options qui sont disponibles à côté, qu'est-ce que tu as envie de faire? Ça m'a permis d'exprimer certaines choses. Je sais que moi j'avais toujours un bouquin dans mon sac. Ouais. Et j'ai passé mon temps à lire.
Et c'est Franchement, pas c'était grave, une on belle allait au époque. Hein. magasin. Moi, au Ouais, magasin, tout ça ce me que je manque voulais ça. faire, c'était lire. J'allais aller à la librairie tous les mercredis après-midi pour m'acheter un magazine ou un truc de mots croisés ou des choses comme ça. Et je me souviens, je disais, ah, ben, c'est bien un enfant de ton âge qui lit, etc. Mais j'ai pu m'exprimer dans ce dans quoi j'avais envie de m'exprimer. Mhm. Quand on me dit à chaque fois, oh mais toi tu dois bien chanter, je dis mais si je me mets à chanter, il pleut des cordes. Je ne suis pas du tout une chanteuse. Alors oui, j'ai des gens dans ma famille qui chantent très très bien et divinement bien, mais moi je fais pas partie de ces gens-là. J'ai pas Mhm. l'impression d'avoir le rythme comme d'autres personnes peuvent avoir le rythme, tu vois. Je me débrouille, mais je ne suis pas une grande danseuse et c'est aussi parce que j'ai grandi en étant timide Oui, où j'avais peur de ah je vais faire ça, tout le monde va me regarder et puis on va forcément me juger et puis machin, donc je préfère pas faire, tu vois. Le jour où j'ai dansé à une fête de famille, tout le monde était choc barre, genre je déteste quand ils Néné font ça. danse, Et après, tu vas genre te dire, mais Néné danse. maintenant, je peux pas danser parce que vous allez tout le temps me regarder. Comment je fais maintenant? C'est gênant, c'est gênant, tu vois, alors que tu Ben vas aller dans oui. un autre environnement avec tes amis caucasiens, tu vas juste faire un 2 3 je danse le Mia et on va te dire oh my god, you're such a great dancer, c'est magnifique, ce déhanché, t'es là, tu dis, oula, j'ai juste mis mes pieds sur les temps, il n'y a pas, tu Je vais vois, pas te mentir, s'il y a un truc qui me plaît vraiment quand je sors, parce que les seuls moments où je sors vraiment, où il y a beaucoup plus de blanc que de noir, c'est dans le milieu corporate. Et c'est vraiment les moments où j'en profite, je me dis, j'ai pas à danser en fait. Si je veux, je Ouais, gigote les doigts, c'est tout. Donc ça si fait tu me vois dans une wouhou, soirée d'entreprise, c'est les index qui dansent, c'est pas le corps. Moi, je c'est ça, sautille, je bouge les index, j'ai mon verre à la main, c'est tout. C'est très simple. c'est, c'est ça, et dans On tout ça, tu s'économise. sais, et même, tu sais, même dans le milieu corporate, quand ça arrive que bah, il y a une autre femme noire et que vous vous entendez bien parce que vous avez des intérêts communs, les gens vous regardent et disent, t'as l'impression que vous vous entendez juste parce que vous êtes noir. Tu dis, bah non, on s'entend parce qu'on a des intérêts communs. Parce que moi, dans l'entreprise, et les gens ne peuvent ne pas le comprendre, mais aujourd'hui, je peux entrer dans une entreprise, c'est pas parce qu'il y a d'autres personnes noires que je vais forcément m'entendre avec eux. Ouais, et que t'es Parfois, obligé aussi de chercher à t'entendre avec eux, parce que j'ai l'impression qu'il y avait aussi ce truc où t'arrives dans ouais, une boîte, on te dit pas clairement pourquoi, mais on te dit, ah, je vais te présenter une telle, vous allez sûrement vous entendre. Ah et bon, là, je tu me la demande regardes, tu... pourquoi. Et je dis, ah, c'est parce qu'elle est marron. Voilà. C'est Voilà. super. Non, c'est ça, surtout que tu vois, par exemple, moi j'aime bien la boxe, j'aime bien faire du sport, etc. Et on va tu vois, on va te dire, ah bah une telle, vous allez bien vous entendre, mais la personne, c'est une personne qui n'aime pas sortir, qui n'aime pas faire de sport, qui n'aime pas lire, qui aime pas la musique. Tu dis, bah du coup, enfin, Du on coup, c'est va quoi? sentir. Hmm, Tu vois. Et quand on va franchement. te dire, ah mais c'est étonnant que tu t'entendes bien avec truc, j'aurais jamais pensé. Ah ouais, ben Cécile, elle aime le sport, elle aime aller manger au resto, elle aime boire un coup de temps en temps. Cécile, elle est ouverte d'esprit, on partage la même passion du voyage. Elle aime plutôt l'Amérique du Sud et l'Asie, et moi j'aime plutôt l'Europe de l'Est, l'Amérique du Nord. Et l'Océanie, donc forcément on s'enrichit mutuellement quand on se parle. Bah oui, bah c'est étonnant, parce qu'on a des intérêts communs. Et Hmm, si il y a quelque chose que j'ai appris en grandissant dans cet environnement principalement caucasien, c'est de me dire que j'apprécie une personne pour ses intérêts et non pas pour sa couleur de peau. Et ça peut paraître très... j'ai l'impression que t'étais en train de réciter des paroles de trio ou de... Non, 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 mais tu vois, mais vraiment, quand tu regardes dans ma playlist, ça passe de tout au tout. Tu vas de Pépé Calais à Trio, à Zelda, à Céline Dion, à Rosalia, à machin. C'est vraiment très éclectique ce que j'écoute. euh, Parce que je pense que je suis ce fruit de cet univers. Donc, alors, je ne vais pas en rave party parce que la musique électro, Bah, c'est pas ton truc, je, quoi. je n'aime pas ça. Mais en même temps, je suis pas une die-hard fan de rap français. Tu vois, il Ouais, y a mais des je vois ce que tu chanteurs. veux dire. C'est parce que aussi, il y a un truc qui, j'espère, est en train de se perdre. C'est que à l'époque, si tu avais le malheur d'avoir des centres d'intérêt qui n'avaient rien à voir avec le continent africain, eh ben tout de suite, on disait que tu étais une vendue, en fait. Et maintenant, tu as la Oui, mais. possibilité d'avoir tes centres d'intérêt qui sont différents, d'écouter la musique qui te plaît, etc. Enfin, tu vois, c'est tout bête. Moi, j'ai pas l'impression que j'étais en rejet de quoi que ce soit par rapport à, je sais pas moi, la musique congolaise, etc. Mais le fait d'écouter du rock, et ben on me dit, mais pourquoi t'écoutes ça, toi? Mais à quoi tu joues? T'essaies d'être qui, etc. Mais non, c'est pas Ouais. juste essayer d'être qui, c'est juste que C'est il y juste. avait des choses C'est ce que tu différentes, aimes. en fait, t'as une sensibilité différente. Et maintenant, j'ai Bien l'impression sûr. que c'est
bah, c'est beaucoup moins critiqué en fait de voir des femmes noires qui vont avoir des centres d'intérêt qui sont complètement divers et variés. Mais j'avoue que sur notre génération, c'est limite, on allait te faire une réunion en interne et te dire, bah alors le Conseil des Noirs s'est réuni et on trouve que t'es pas assez noir, donc on aimerait que tu renforces la noiritude. C'était n'importe quoi. Non, mais même quand moi j'ai commencé à sortir avec des garçons, à avoir des crushs ou des choses comme ça, je pense qu'il y a certains amis et membres de ma famille qui étaient persuadés que oh, mais de toute façon, Néné va finir avec un homme blanc. Et t'es là, tu dis, mais d'où vous basez... Enfin, dites-moi d'où vous sortez ça, parce que je sais pas, effectivement, quand tu grandis et que t'as beaucoup de caucasiens à côté de toi, bah peut-être que ton premier bisou c'est avec un homme blanc. Parce que du coup, tu fais... C'est l'offre et la demande, quoi. Bah ouais, là, après, c'est pas ok que les gens projettent ça sur toi, mais tu vois, ça m'aurait pas choqué. Parce qu'au final, si t'as été privé de personnes qui ont la même carnation que toi, à part quand on dit que c'est un cousin, bah faut pas se choquer, tu vois. Si demain tu ramènes un blanc à la maison ou tu ramènes je sais pas qui d'autre, il y a rien de choquant à ça, quoi. C'est ça, et après t'avais le retour de flamme des tantines qui te disent mais en fait vous êtes pas vraiment cousins, vous êtes là, mais c'est Burke en fait, parce que du coup depuis que j'ai 3 ans je le considère comme mon cousin, à 16-17 ans tu me dis c'est pas ton cousin, c'est pas ton frère, c'est pas grave si... Je te jure, c'est ridicule. Ils ont regretté mais c'est trop tard pour eux, tant pis. Ouais, ils ont gâché une génération de mariages arrangés et de familles qui deviennent surpuissantes, comme ça se fait dans plein d'autres je te dis, il y a des alliances incroyables qui se seraient créées ici. Ouais, franchement, les fils de... Mais franchement, ça me fait rire parce qu'au final, quand nos familles elles se sont mariées, eh bien, les gens ils traitaient ça de cette manière quand même. Ils parlaient quand même d'une grosse alliance aussi. Mais du grosse alliance, parce qu'en fait, on était proches mais sans être proches. C'est ça. C'est qu'il y avait on s'était côtoyés mais pas trop, quoi. Ouais. Ouais, et puis il y avait une personne au milieu qui était la pire de chaque côté. Ce qui a fait que ça a scellé le lien, quoi. Mais c'est trop drôle parce que je me rappelle à la période où justement on se présente, il y avait vraiment une sorte d'effervescence, tu sais, genre tous les Congolais de France qui s'appellent, tu connais le truc, tu vois, chacun donnait les noms de famille des deux côtés, hein. C'était, bon, tu mènes ton enquête parce que, bon, nous on a un fils ici qui est intéressé par la fille d'un tel, il faut... Mais c'est ça. C'était trop drôle. Un mariage arrangé un peu moderne, quoi. Grave. Mais c'est vrai que tu vois, quand quand les gens projetaient sur moi des choses et quand t'as commencé à présenter des personnes qui sont là, j'aurais pas pensé que t'allais finir avec... Ou j'aurais pas pensé que ce genre de personne... tu dis, c'est-à-dire... Bah, c'est vrai que, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça quand j'ai annoncé que je m'étais fiancée aussi. On m'a dit, ah, c'est pas un blanc. Je crois que c'est une cousine qui m'a dit, elle m'a dit c'est un blanc. Et j'ai fait exprès, je lui ai dit c'est un Mukongo. Elle a dit, ah tout ça. Elle a dit, ah, Daya. J'ai dit oui. Ça m'a trop fait rire. Mais en fait, tu sais, c'est des trucs où je me dis... Ben, à l'époque, en fait, quand t'as envie de... J'ai l'impression qu'il y a un moment où t'as tellement envie d'affirmer que tu sais qui tu es et que t'es à l'aise avec ton identité, que tu te dis justement, je vais m'ôter l'option de fréquenter des gens qui ne sont pas noirs pour qu'on ne me mette pas dans cette case. Tu vois, alors que maintenant, il y a cette facilité à déconstruire un peu plus le raisonnement des gens, en fait. C'est pas parce que tu vas fréquenter une personne qui n'est pas noire que ça veut forcément dire que tu es en train de rejeter une partie de toi. Pour moi, c'est pas le fait de fréquenter telle ou telle personne qui va me faire comprendre si tu te rejettes ou pas. Pour moi, c'est même plus révélateur de voir quelqu'un qui se décape la peau et de se dire, bah, toi, t'es en train de faire un rejet frontal de qui tu es, plutôt qu'une personne qui va se mettre en couple avec le garçon avec lequel elle a grandi, etc., depuis toujours dans son village. Enfin, c'est une belle histoire d'amour, en fait. On s'en fiche après du reste. C'est ridicule. C'est ça. Et puis, moi, sur tous les aspects, en fait, je pense que avec l'âge, et je suis encore très jeune et je me demande ce que va me réserver l'avenir, mais avec l'âge, maintenant, je me dis, Néné, je crois que c'est la première fois que tu dis que t'es jeune. Je suis choquée. Non, je suis une vieille dame, mais je suis une vieille jeune, tu vois. Néné, on a commencé ce podcast, on avait 27 ans. On avait quel âge ? Ouais. 27 ans. Ouais. Et là, déjà, 27, tu disais, quand j'étais jeune, dans les premiers épisodes, tu disais ça. Oui, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai encore beaucoup de sagesse et de maturité à acquérir. Mais quand je pense tout de suite, je me dis je suis assez à l'aise avec ma personne pour dire merde. Ouais. J'attends pas, tu vois, quand je serai plus grande, parce qu'à force de courir de quand je serai plus grande, les gens se permettent beaucoup de choses
Et tu sais, tu peux dire merde aux gens avec un sourire et tu peux aussi choisir qui t'as envie d'éduquer. Par exemple, les gens qui sont très très proches de moi, avec qui j'ai grandi, qui vont te dire ah mais je savais pas que tu aimais ça. Je dis bah, c'est peut-être parce que j'en ai jamais parlé, mais j'ai jamais dit que j'aimais pas ça non plus. Donc d'assumer que je n'aime pas quelque chose parce que je n'ai juste jamais parlé avec toi, bah je sais pas, moi je vais pas assumer que tu n'aimes pas les citrons alors que toi et moi on n'a jamais parlé des citrons. Ça se trouve c'est ton fruit préféré, ça se trouve tu détestes ça, mais pour le savoir faut qu'on arrive sur ce sujet là. Et tu peux connaître quelqu'un depuis très 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 longtemps, il y a certains sujets qu'on n'aborde pas. Par exemple en termes d'argent, je sais que en France la culture est qu'on ne parle pas d'argent. Au Congo c'est encore pire. C'est encore pire parce que si tu parles d'argent, tu vas attirer le mauvais œil, de machin, etc. Il y a toutes ces choses-là. Mais moi, j'ai pas tant de mal que ça à parler d'argent, tu vois. Je dis, bah, c'est ça, c'est comme ça, c'est tant, ces trucs. Ah, mais toi, t'es une ligne, bah oui ou pas, tu vois. Mais ça n'a jamais été un sujet pour moi. Mais il y a certains amis qui, bah, on a grandi ensemble et après tu te dis, ah, mais en fait, tu fais ça dans la vie, tu gagnes tant. Mais je savais pas que tu gagnais autant. Tu dis, bah oui, mais on n'a jamais abordé ce sujet, tu vois. Ah, mais tu sais pas faire ci, tu sais pas faire ça. Tu sais, c'est comme on va me dire, ah, mais toi, tu dois certainement savoir coiffer. J'ai une amie blanche qui me demande souvent de lui faire des nattes collées, mais je sais pas faire des nattes collées sur des cheveux blancs. Parce que ça glisse pas, en fait. Je te jure, je sais pas. C'est une autre technique. Elle dit oui, mais si t'arrives sur tes cheveux, tu vas arriver sur les miens. Bah non, pas forcément, parce que c'est pas la même technique. Et en plus, moi, quand je fais mes nattes collées, je pense que je les fais à l'envers de tout le monde. Donc, va essayer de faire ça sur des cheveux qui glissent. De la même façon que récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit, parce qu'on avait un truc et on devait se faire coiffer, et donc, étant la seule noire, je me suis dit, bah moi, je me coiffais toute seule. C'est ah bon, mais pourquoi tu prends pas la coiffeuse, machin? J'ai dit, je ne sais pas si elle sait gérer les cheveux noirs. Oui, mais quand tu fais un CAP coiffure, alors tu sais gérer tous les cheveux. Et là, tu dois dire dans un sourire, bah non, pas forcément, en fait, quand tu fais ton CAP coiffure. Et je le sais parce que j'ai une amie qui a fait un CAP coiffure qui m'a dit qu'en fait, t'apprends pas forcément les cheveux afro, de la même façon que t'apprends pas toujours très bien les cheveux bouclés, et que après c'est toi qui vas t'inscrire dans des formations supplémentaires pour apprendre à gérer ses cheveux. Bah, tu vois, quand on parle de changement, tout ça aussi, c'est des révolutions qu'on a réussi à créer, parce que maintenant, il y a de plus en plus d'organismes, justement, qui militent pour que le CAP coiffure soit beaucoup plus complet, etc. Et ça, c'est des choses dont on aurait parlé il y a 20 ans, on t'aurait dit, mais nous saoule pas, en fait, va à Château d'Eau, va à Château Rouge, et puis c'est tout, quoi. Exactement, c'est comme... même sur les produits éclaircissants ou les choses comme ça, mais oh mais non, mais c'est juste un truc éclaircissant, mais ça n'aura pas la même réaction sur ma peau noire, tu sais, pour les produits pour enlever les taches par exemple. Un autre truc qui tout bête, je suis partie en vacances quand j'étais en 6e ou en 5e avec une copine que j'ai rencontrée à l'école. Sa famille était blanche et ma mère me dépose. La maman de cette copine dit ah ben là où on va aller il va y avoir beaucoup de soleil, est-ce que vous avez mis de la crème solaire dans le sac de Néné? Ma mère en rigolant dit non, pas besoin, ma fille est noire, elle a pas besoin de crème solaire. Là, premier jour, coup de soleil sur le nez, votre pote, j'avais des cloques et des machins et tout, et donc du coup du haut de mes 12 ans, la maman de ma copine me dit mais écoute Néné, on va te passer de la crème solaire, mais c'est la crème solaire de l'époque, c'est pas la crème solaire d'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais bleue sur toutes les photos de vacances. Je suis bleue. Et un autre truc, c'est que moi, quand j'allais prendre ma douche, tu sais, on te baigner à la mer. Donc tu te baignes dans le sable, machin, etc. Tu reprends une douche. Et bon, bah allez, venez, on va manger. Bah non, attendez 5 minutes, moi je dois mettre de la crème. Comment ça, tu dois mettre de la crème? Mais non, mais j'ai la peau très sèche. Là, tu t'énerves. Mais comment ça, tu ne sais pas? Non, mais... Tu vois, j'ai la peau très sèche, donc je vais mettre de la crème. Ah, ok. Et c'est aussi comme ça que j'ai une de mes amies d'enfance qui, aujourd'hui, quand elle sort de la douche, elle met de la crème tous les jours. Elle dit, mais c'est vrai que ma peau, ça va mieux. Je dis, oui, mais moi, ma peau, si je mets pas de crème, je suis grise. Non, mais j'ai dit, moi, je suis grise. De la même façon, j'ai une autre copine où je savais que je m'entendais très, très bien avec elle. Et un jour, je suis partie chez elle, dans sa famille, et tout dormir. Je suis rentrée dans la douche, il y avait un linuka. Linuka, c'est le filet pour se laver le corps. Et je me suis dit, mais ils sont beaux. Et il y a un filet. J'ai dit, I knew something was right about her. Parce que là, vraiment, je me suis dit, oh wow. Incroyable. Et en fait, c'est des choses comme ça où les gens, moi, ça ne me dérange pas que tu ne saches pas.
que tu me dises, ah bon, et comment ça se passe chez vous, mais en termes de politique au Congo, comment tu gères, est-ce que tu y allais souvent, est-ce que tu es né ici, est-ce que tu es né là-bas, machin, etc. Ce genre de conversations qui peuvent être constructives, je suis tout à fait OK avec ça. Mais quand je vais à l'anniversaire de la maman d'une amie qui vit dans la même rue que moi, avec qui on s'entend très très bien, que j'arrive à cet anniversaire, qui est un couple de leurs amis que j'ai déjà vu 2-3 fois, mais que je calcule pas, et que le monsieur me regarde, il dit ah oui bonjour et tout, la maman me dit ah bah c'est Néné, nanana, c'est une amie d'une telle et tout, ah trop bien et tout, donc je parle avec ma copine, et là le monsieur se dit mais du coup tu viens d'où? Là je suis pas bête, non, je te connais pas en fait, donc on va pas jouer à ça, non mais je comprends où est-ce qu'il va en venir, et du haut de mes 15-16 ans je lui dis bah du bout de la rue en fait, je suis pas la maison d'à côté mais la maison d'après. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu viens d'où? Bah, tu dis, bah, je suis née en région parisienne et mes parents ont acheté cette maison il y a 10 ans, quoi, 10-15 ans. Non, mais parce que, bon, voilà. Et je sais que mon père, en grandissant, il disait tout le temps aux gens qu'il venait de Corrèze. Donc je dis, ah oui, mais mon père vient de Corrèze. Super, et donc, j'adore. Il dit, et là, tu sais, on est déjà au 3e, non, mais tu viens d'où, quoi? Et là, il pousse, et j'ai dit, ah... Et tu dis, bah, mes grands-parents sont originaires du Congo, mais... Et là, tu fais l'idiot, tu dis, moi, j'ai pas vraiment connu, mes parents non plus, mes grands-parents... Non, mais tu sais quoi, on devrait en faire un jeu, en fait. Le tu viens d'où, et genre, quand il arrive au 3e, tu viens d'où, tu dis, ding, 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 vous avez gagné. Félicitations, tu es le connard du jour. Bravo. Et le truc, c'est que je vois mon ami qui est en train de bouillonner, je vois la moutarde qui lui monte au nez, et là, ce qui l'a achevé, c'est que le mec répond... Ah, le Congo, ah oui, oui, oui. Parce que moi, je vais souvent au Sénégal. Voilà. Non, mais et tu te dis, qui n'a pas vécu ça? Sketch. J'ai limite envie de... Tu vois, genre, s'il y a une femme noire qui me dit non, j'ai jamais vécu ça, je vais rire. Je vais dire, mais non, c'est pas possible. Toi, tu es bénie de toutes. C'est pas possible. Non, mais tu vois, c'est un sketch comme tu vois les sketchs des humoristes à la télé. Et je me suis dit, mais non, en fait. Parce que, à la limite, quelqu'un dans la rue de lambda, de machin, etc. Mais là, on est chez des gens, je t'explique d'où je viens. Enfin, il n'y a pas besoin d'en faire tout un truc. Et là, on est juste resté comme ça, on s'est regardé, ma pote m'a dit, mais comment tu t'énerves pas? C'est pas possible d'être aussi con. J'ai dit, mais je parce que elle, c'est la première fois. Parce que pour elle, c'est la première fois. Toi, tu connais. Alors, je pense que c'était la première fois qu'elle le voyait en frontal comme ça, parce qu'elle en entend toujours parler. Mais moi, je l'ai juste regardé parce que je me suis dit, cette personne, combien de fois je vais la revoir dans ma vie après? Est-ce qu'elle a besoin? Est-ce que j'ai intérêt à gaspiller ma salive pour l'éduquer sur ce sujet? Non. Et c'est vraiment comme ça. J'ai appris aussi à pas me battre pour... Et ça, c'est un gros changement de ma vie parce que reine de la baston, moi. Mais à pas me battre pour des trucs, je me dis, écoute, dans la vie, j'ai déjà assez de challenges, j'ai déjà assez de choses assez compliquées. Tu vois, non? Je vais pas me rajouter des trucs avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Si tu me dis ça, je vais te répondre sèchement dans un sourire de bah non, toutes les coiffeuses ne savent pas coiffer les cheveux noirs. Ah bon, mais si, on m'a dit un autre truc, ah mais si, j'ai trouvé ce produit, il m'a l'air assez foncé, je pense que ça irait bien à ton teint. Et tu dis, bah pas du tout, c'est 4 fois trop clair. Ah bon, mais on dirait pas, on dirait vraiment que c'est ta couleur, quoi. Ah non, pas tu du vois, tout. Tu me dis ça, ça me fatigue, alors que je suis même pas en train de le vivre. Mais ça me fatigue juste d'y penser, je me dis, purée, en fait... Le poids que ça a sur le mental de tout le temps revivre ces mêmes conversations et de tout le temps éduquer une autre personne et tout le temps réfléchir à est-ce que je vais éduquer cette personne ou est-ce que je vais ignorer ou est-ce que je vais le prendre comme une blague ou est-ce que machin. C'est fatigant. C'est ça. Et le truc, c'est que il faut savoir où est-ce que tu mets ta limite et ce que tu peux endurer, tu vois. Il y a dans certains milieux, tu auras beau tout faire, tu seras toujours le noir de service et... Voilà, mais il faut accepter de vivre avec, tu vois. Et je suis pas aussi partisane de... On doit se défendre à tout prix, tout le temps. Il faut tout le temps revendiquer un truc. Il faut toujours... Moi, je mène certains de mes combats. Tu vois, par exemple, je suis très sensible à la cause de la drépanocytose. Dès que je peux en parler, je vais en parler autour de moi. Parce que il y a d'autres maladies dont on parle plus, mais c'est quand même la première maladie génétique au monde. Mais... vu les populations qu'elle touche, c'est pas la première dont on parle. Donc tu es là, tu dis, en fait, et on sait très bien pourquoi, et c'est fatigant. Et j'ai dit, on va pas attendre d'avoir un Grégory Le Marchal de la drépanocytose
pour qu'on en parle à ce niveau-là, parce que ça peut toucher n'importe qui. Et peut-être c'est aussi parce que moi c'est quelque chose qui me touche, donc dans mon algorithme je vois de plus en plus des personnes qui disent j'ai participé à telle conférence, je suis la seule personne blanche mais je suis atteinte de drépanocytose et en fait il faut comprendre que ça peut aussi toucher d'autres populations et que ce n'est pas juste parce que c'est les populations subsahariennes, etc. Ouais. Donc forcément ça là-dessus je peux me battre corps et âme. On peut se battre, oui, parce que regarde, rappelle-toi que c'est pas normal. Quand t'as l'épidémie du sida qui explose, pendant longtemps, ils ignorent cette épidémie parce qu'ils étaient persuadés que ça concernait que les gays. À partir du moment où on s'est rendu compte que ça allait commencer à toucher les hétéros, on s'est dit, oulala, mais non, mais c'est très grave, c'est quand même une épidémie, c'est en train de tuer des gens. Exactement. C'est tellement égoïste, mais c'est vraiment centré sur la survie du dominant, en fait. Si c'est pas le dominant qui est concerné dedans, il faut se battre. Exactement. Mais si Juliette de la Compta ne comprend pas que dans un CAP coiffure, non mais c'est quand même hallucinant, hein, quand même que CAP coiffure, ils apprennent pas les jeux afro. Je vais te regarder et je vais hausser les épaules. Parce que qu'est-ce que tu veux que je te dise, Juliette? Et tu sais quoi? Tu veux que je te dise? Tu sais pourquoi c'est encore plus chiant? C'est parce que Juliette, elle te dit ça à toi. Avec toi, elle est outraged. Je suis excédée, je suis outrée. Comment ça se fait que mon amie Black, elle subisse ça? Mais demain, quand elle va aller chez le coiffeur, elle va pas dire à son coiffeur « Est-ce que vous êtes formé pour les cheveux texturés, mais vous vous rendez compte en fait à quel point c'est discriminatoire, etc. Est-ce que vous envisagez de former nanana ?» Vous vous rendez compte que ces personnes-là, elles sont en France, peu importe leur vécu, etc. Elles peuvent pas se coiffer chez vous. Vous vous rendez compte du marché que vous perdez, blablabla. Elle fait pas ça, Juliette. Alors que juste cette petite action-là, elle ferait une énorme différence. Mais il faut que ce soit toujours nous qui sommes les seuls concernés, qui prenons à bout de bras tous les petits problèmes de notre quotidien et qu'on se batte à chaque fois. Et quand tu vas parler avec des gens qui sont non concernés, ils font quelque chose de très performatif. Et là, je généralise, parce que je sais qu'il y a une infime minorité qui fait le taf aussi. Mais ça va toujours être ce truc performatif de « je suis outrée pour toi, je suis choquée », enfin, hashtag, tu vois. Je mets des hashtags, mais je vais pas vraiment faire grand chose et je vais pas vraiment agir. Donc ça, c'est vraiment le truc aussi. Pour moi, c'est une double fatigue en fait. Parce que tu as l'impression que les gens partagent ta peine, mais il se passe rien en fait au final. Exactement. Et donc pour clôturer un peu tous ces sujets-là, non, je suis pas malheureuse d'avoir vécu cette vie que j'ai vécue dans un environnement principalement caucasien, parce que je pense que ça m'a appris pas mal de choses. Mais en même temps, avec le recul que j'ai maintenant, ça m'a permis de comprendre d'autres choses. Mais comme chaque étape de ma vie, tu sais, quand tu passes ton bac et que t'as ton bac, on te dit « Ah bon, t'as eu ton bac ?» Et t'es là, tu dis « Ben oui. » Ah bon, t'as fait ça à la fac ?» Ben oui. Ah bon, t'as fait ci ? Ah bon. Et dans tout ça, il y a de ces étapes qui te rendent plus forte, des étapes qui te permettent aussi de te guider dans tes choix. Ce que j'ai compris, c'est que les personnes qui sont mes alliés, que je n'ai pas besoin d'avoir 100 alliés, juste 2 alliés, c'est déjà pas mal. Des personnes qui peuvent se battre et comprendre à tes côtés certaines choses. Le fait de devenir maman aussi, ça donne une toute autre perspective, tu sais, sur des choses. Ou quand moi j'étais plus jeune, en me disant « Ah, elles sont marrantes ces petites antennes !» Parce que tu lui as fait des tresses et que ça, tu vois, ça rebique un petit peu. Ben, peut-être qu'en étant plus jeune, ma mère n'a pas forcément réagi quand certaines personnes disaient certaines choses. Autant, moi, quelqu'un qui disait ça sur ma fille, je vais dire « Non, elle n'a pas des antennes, ce sont des tresses. » Elle est marrante, hein, cette coiffure. Oh là là, qu'est-ce que t'es jolie. Oh là là, machin. Tu te dis, mais en fait, ce sont des cheveux, quoi. Bah, tu vois, je partage le même ressenti dans le sens où il y a des choses qu'on a vécues, j'ai pas de regrets ou quoi que ce soit parce que ça a forgé mon identité, mais par contre, c'est pas un modèle que je recommanderais, tu vois, d'avoir son enfant qui grandit en une sorte de non-mixité, en fait. Je pense que plus ça a lieu tôt et plus ça peut avoir des séquelles, en fait. Et après, le truc aussi, c'est que toi-même, tu sais, tu connais ton caractère. Tu sais que t'as un fort caractère par rapport à d'autres enfants, etc. Genre, tes parents, quand ils te racontent certaines anecdotes, t'en as conscience. Donc, ces choses-là, on va dire que t'as réussi à les encaisser d'une certaine manière, mais c'est pas garanti que ce soit le cas pour tous les enfants, en fait, qui vont se retrouver dans cette situation. Donc, franchement, dans ce sens-là, je pense pas que c'est un modèle que j'arriverai à recommander, même si je sais que si t'es bien accompagné, si t'as des bonnes représentations autour de toi, en dehors de cet environnement, ça peut aider.
Après, moi, je me dis aussi qu'on n'en fait jamais assez. Ouais, Tu vois, là, c'est moi, vrai. j'en parle comme j'en parle, mais peut-être que si ma mère, elle en avait fait beaucoup plus, j'aurais toujours eu l'impression que c'est pas assez. Je pense qu'il y a une partie aussi qui est très, très personnelle par rapport à son identité. Mhm. Et même si j'avais grandi dans un environnement où... Même si j'avais grandi au pays, je pense que j'aurais eu d'autres passes d'accroche ou des choses comme ça. Là, je me dis juste que ça m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Ça m'a peut-être ouvert l'esprit. Je pense que ça m'a appris aussi à être un peu plus flexible et vive dans ma façon de répondre aux gens. J'ai beaucoup appris dans l'insulte intelligente. Euh, Ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, Formation. très important. Très, Ouais. très important d'avoir ça dans sa vie. De savoir dire merde avec un sourire. Il faut que la personne, une fois que vous ayez quitté, elle se dise mais putain, elle m'a insulté, je suis teubée. Mhm. Euh, Ça, c'est vraiment un truc dont je suis très, très, très contente. Si c'était à refaire, je le referais parce que sans ça, je ne serais pas la nénée que je suis aujourd'hui. Il y a peut-être certaines choses que je me serais évité quand même aussi parce que c'est beaucoup de questionnements, surtout quand tu commences à t'identifier, à te dire mais pourquoi moi je suis pas comme ça, pourquoi je suis pas comme si. J'ai toujours été très fine, mais par exemple j'ai toujours eu des fesses. Et donc quand t'as des copines qui disent bah tu peux prendre mon jean, tu te dis mais ça va pas passer au niveau des fesses quoi. Tu vois, c'est des petites choses comme ça où tu te dis dans le mix j'aurais bien aimé voir parfois voir d'autres choses, mais là où je suis pas malheureuse. Vraiment, je suis pas malheureuse parce que je me dis, ben, en fait, je me rends compte que même, et ça aussi, c'est à force d'aller au pays, etc., quand je vois toutes mes cousines, comment elles sont les unes avec les autres, etc., tu te dis, bah, il y a des petites réflexions que moi je prenais où j'avais l'impression que c'est parce que j'étais la seule. Bah, elles, entre Ouais. elles, alors qu'elles ont grandi dans le même environnement, elles se font aussi ces réflexions-là. Et tu te dis, ah, au fait, donc ça n'a rien à voir. Et donc, du coup, ça guérit un peu l'enfant intérieur. Tu te dis, ah, bah, c'était Oui. pas pour ça alors, tu vois, ça te fait des petits pansements. Et puis, alors, il y a d'autres choses, tu peux bien identifier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux en parler de manière complètement décomplexée parce que j'ai assez de recul sur la situation. Mais ce discours-là, je l'aurais peut-être pas tenu il y a 5 ans. Je pense Ouais. qu'il y avait beaucoup de choses à voir. Je pense que, sincèrement, le fait de devenir maman, c'est un miroir en fait. Tu te C'est dis, vrai. cette petite fille, elle va me. En plus, c'est une fille. Si ça avait été un garçon, je pense que ça aurait été encore différent. Mais cette petite fille, elle va me regarder, elle va se dire, oh waouh, ma maman, quoi. Et là, tu te dis, the pressure. Je peux pas la laisser tomber. Pressure. Et dans la tête, tu te dis quand même que t'en feras jamais assez. Bah, Mais c'est il faut jamais que assez tu parce que y même les apprennes. psys, les thérapeutes, etc. le disent. Ils vont dire que peu importe l'éducation que tu as donnée, il y a quelque chose dont l'enfant devra se remettre plus tard. C'est Il ça. n'y a pas de Et modèle pour, idéal. Oui. et puis pour faire boucler ça, c'est que je vois, par exemple, toutes les choses qu'on a dit sur Blue Ivy, quand elle était petite, machin, quand elle est montée sur scène, tu te dis, mais cet enfant, elle est en train de vivre son rêve de gosse, et t'as des adultes qui passent leur temps à vouloir critiquer le moindre de ses mouvements, mais de Ça fait voir Beyoncé, pitié. c'est ça, et de voir Beyoncé en tant que maman s'occuper de cet enfant et la laisser prendre toute sa place et voir la confiance qu'elle a cet Mhm. enfant, Je pense que ça tu te provoque dis d'autres personnes, ça leur rappelle comment leurs parents n'ont pas cru en eux, etc. Au lieu d'aller soigner ça exactement, eux-mêmes, c'est ça. ils ont envie de se battre avec une enfant de 13 ans en ligne. C'est Et c'est triste. ça. Franchement, c'est Et triste. je me dis, nul n'est prophète dans son pays, de toute façon. Mhm. Et dans tout ça, il faut apprendre à s'accepter. Et ça peut. Moi, je vous dis ça maintenant, mais ça aurait pu arriver quand j'avais 50 ans. Ça aurait pu ne jamais arriver aussi. Euh, c'est, C'est ça. Et c'est bah, tu quelque vois, tu chose viens de me rappeler un truc que d'évolutif. je voulais dire, que je trouve super important. C'est que dans ces différentes conversations, on parle, parce qu'au final, on parle de découvrir son identité et puis de la construire aussi, tu vois. De la construire Mhm. en passant par la déconstruction aussi de certaines choses. Et Mhm. ici, il y a vraiment un truc sur lequel je pense qu'on sera d'accord, c'est que Mhm. il y a plein de parcours différents et je peux pas critiquer une personne qui a eu un parcours différent et qui va prendre des décisions différentes par rapport à ça. Parce que chacun son Ouais. vécu, chacun sa sensibilité, etc. Mais s'il y a Mhm. une chose dont je suis sûre et certaine que je serai jamais d'accord avec vous, c'est quand je parle avec d'autres Noirs de France et qui partent dans ce discours de oui, mais vous pensez pas qu'il est temps qu'on passe outre la victimisation et qu'on apprenne à passer au-delà de machin. Parce que, en fait,
ils ont l'impression de dire quelque chose qui est super sensé, mais c'est insensé quand tu te dis que cette victimisation, c'est pas quelque chose qu'on se crée dans nos têtes, tu vois. De la même manière qu'on a été capable de raconter des anecdotes différentes, mais aussi on est capable de raconter des anecdotes. Des fois, on met des trucs sur Instagram, c'est banal. Et tu vas avoir des milliers et des milliers de femmes noires qui vont dire « moi aussi, moi aussi, moi aussi ». Donc, arrêtez. En fait, j'aime pas quand on nous parle comme si on nous donnait l'impression qu'on avait un problème psychologique, où on avait une sorte de paranoïa, genre tu vis des situations, tu dis ah c'est parce que je suis noire, j'en étais sûre, ah c'est pas ça en fait. Et sur ce truc-là par contre je pourrais me battre. Je pense oui que je peux en venir aux mains. Exprimer son point de vue et soulever des choses qui ne vont pas de toi une victime. C'est ça. Ça fait partie de ton histoire. Je regardais il y a quelques jours des vidéos de Trevor Noah, que je trouve c'est un homme brillant. J'aime beaucoup son podcast et j'aime beaucoup regarder ses interviews, etc. Et dans la déconstruction de que les médias peuvent nous présenter, la perception qu'on peut avoir des choses. C'est un enfant produit de l'apartheid qui a vécu l'apartheid comme peu de gens ont pu le vivre, je pense, et qui soit capable de déconstruire certaines choses et la perception qu'on peut avoir de certaines choses. Notamment, la dernière interview que j'ai regardée, c'est avec... il s'appelle Jon Stewart, c'est l'ancien présentateur du Daily Show. Ouais. Et ils ont une conversation entre un homme juif qui a grandi tout le temps à New York, etc., et cet homme sud-africain qui a connu l'apartheid. Et autant ils se retrouvent sur certaines choses, autant ils peuvent exprimer qu'ils sont pas tout à fait d'accord sur certaines choses, ou essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Et ça, tu te passes pas pour une victime. Enfin, moi, personnellement, je trouve que Trevor Noah, quand il raconte son histoire, tu te dis, waouh, le pauvre, c'est chaud. C'est chaud. Vécu, et à aucun moment il dit pauvre moi, vous vous rendez compte, c'est scandaleux. Il y a plein de manières de raconter son histoire sans que ce soit perçu comme de la victimisation en fait. C'est ça, et c'est les autres qui, je pense, manquent d'arguments, qui vont te dire que tu te victimises, alors que pas du tout. Moi je peux dire que j'ai vécu tel événement traumatisant dans ma vie. Il y a des cas précis pour être une victime. Quand tu te fais agresser, tu es une victime. Ça, c'est sûr et certain. Mais le fait de dire que moi, je suis pas contente que dans les magasins, je puisse pas trouver ma poudre à ma teinte et qu'on me dise arrête de te victimiser, c'est bon, il suffit de commander sur Internet. Va choisir la bonne couleur de poudre par rapport à des photos sur Internet. Ça, c'est des gens qui ne sont pas retrouvés comme nous à faire des mélanges dans la cuisine. Genre, je comprends pas. C'est juste un manque d'empathie, c'est trop. Ouais, ça m'est encore arrivé il y a 2 semaines où j'ai pris une poudre en me disant si c'est la bonne couleur, finalement c'est pas du tout ma couleur, c'est 2 teintes trop foncées. Oui, parce que la lumière dans le magasin, c'est pas la lumière naturelle. Ça m'énerve. Et en plus, j'ai regardé la photo du mannequin sur mon téléphone, j'étais là, j'ai dit donc ça c'est moi. Tu te dis vraiment, ça passe. Je vois c'est moi. Quand j'ai essayé à la maison, je me suis dit, mais ça va pas du tout. C'est pas du tout. T'as fait une crise de, c'est quoi, body dysmorphie ou je sais pas. Non, je sais pas. Je pensais peut-être que j'étais déjà bronzée. Je sais pas. Pardon, faut même pas commencer là-dessus. Néné et le bronzage, Seigneur. Laissez-moi. On en parlera dans un autre épisode. But I like to glow. On va finir d'enregistrer et elle va aller se faire cuire, littéralement. Elle va dire, allez, bye, je vais me faire cuire, salut. Mon petit bikini, mes petits pieds dans l'eau et... c'est exactement ça. Avec un indice 50, toujours. Toujours. Qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment ? J'ai commencé et fini une série dont... Je regrette de ne pas l'avoir commencé avec toi, Néné, je t'en ai parlé, c'est la série Golden Girls. En fait, y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle The Read, et c'est vraiment les pionniers du podcast afro, en fait. Ils ont leur podcast depuis 12 ans, je pense, maintenant, podcast afro-américain. Et en fait, les 2 hosts sont tellement fans de cette série et font toujours des références, etc. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc ? J'en ai jamais entendu parler. Et récemment, en fait, sur Disney+, j'ai vu que c'était disponible. Donc, je sais pas si c'est disponible en France. Ne m'engueulez pas si c'est pas disponible en France. Mais en tout cas, Disney+ à Londres, j'ai vu que c'était dispo. Je me suis dit, purée, c'est donc ça. Et j'ai commencé à regarder. Et en fait, le pitch est super original. Mais la série date de 1985. 1985, t'as une femme qui est veuve et en pré-retraite, qui a la soixantaine. Et en fait, elle a hérité, on va dire, de la maison de son mari décédé. Et en fait, elle décide d'avoir des colocataires.
Donc et en fait, dans sa colocation, elle prend 2 autres femmes qui sont retraitées. Il y en a une qui est divorcée retraitée, il y en a une qui est veuve retraitée. Et elles se retrouvent dans cette coloc, en fait, où elles deviennent super copines. Il y en a une qui s'installe aussi avec sa maman. Donc, tu as 3 femmes qui ont la soixantaine et une maman qui a 85 ans. Et franchement, pour une série de 1985, ils étaient tellement en avance sur certains points. Genre, j'étais là, en fait, je me suis surprise à regarder la série et à avoir des fous rires. Et en fait, ce que j'ai trouvé excellent, c'est que j'ai mis cette série, je me suis dit, tu sais, mes enfants, quand je regarde quelque chose, ils veulent toujours se mettre à côté de moi. C'est vrai que ça limite les séries que je regarde. Du contenu adulte, etc., c'est même pas la peine, en fait. Et je trouve que dans les séries d'aujourd'hui, c'est très difficile de te poser, de regarder quelque chose avec tes enfants sans que toutes les 30 secondes, tu sautes soit une scène de sexe qui dure trop longtemps, je sais pas pourquoi, ou alors les gens sont trop... c'est trop cru, en fait, comme langage. Et là, on est en 85, c'est pas pareil, il y a plein de choses qui sont censurées, etc. Donc même les références qu'ils vont faire à la sexualité, elles sont faites de manière très énigmatique. Donc si t'es pas une adulte, tu vas pas comprendre. Et je trouve ça super, en fait. Je trouve que c'est un art qui se perd. Et moi, je me suis dit, je vais voir 4 personnes âgées à l'écran, mes enfants, ils vont passer, ils vont dire, ah, allez... Figure-toi que non, je me suis trompée. Mes enfants, tous les jours, maman, on va regarder Golden Girls. Et ils aimaient trop regarder. Elles ont tellement aimé Golden Girls au point où l'épisode final, elles étaient émues. On a fini la série, genre, on a fait 7 saisons. Ouais, c'est 7 saisons la série. L'épisode final, genre, elles étaient en train de, tu vois, discuter des personnages, genre, oh, je suis tellement heureuse pour Dorothy, c'est super ce qui lui arrive. Et puis, tu sais, pour truc, oh, j'aurais tellement aimé que ça continue. Donc, en fait, je partais vraiment pour tuer le temps sur une série feel good. Et non, ça m'a valu vraiment des super souvenirs avec les filles. Elles ont adoré. Vraiment. C'est pour ça que je me suis dit, purée, une année, elle aurait dû regarder ça avec nous. Ça aurait été magnifique. Ah, mais ça, c'est trop bien. Mais je vais essayer de trouver ça. Je vais essayer de trouver ça. Ouais, voilà. Ça avait l'air pépite. C'est une série de vieilles personnes pour une vieille personne. C'est parfait. Laisse tomber. C'est vraiment parfait. C'est ça même. Ah là là. Et toi, qu'est-ce qui te rend heureuse alors ? Qu'est-ce qui me rend heureuse en ce moment, à part le fait que j'ai pris 2 teintes en bronzant une petite après-midi, et pas beaucoup dans l'après-midi. Qu'est-ce qui me rend heureuse en ce moment je vais aller à un mariage qui s'annonce très très joli. Je suis très contente parce que finalement cette année, j'ai pas tant de mariages prévus que ça. Il y a une pénurie, Ouais, le truc. Et l'autre chose qui me rend heureuse en ce moment, c'est que j'ai vu une de mes tantes... et qui m'a vu grandir. Je pense que tu sais, c'est une tante, tu ne sais pas expliquer comment vous vous êtes rencontrés parce qu'elle a toujours été dans ta vie, mais c'est juste une amie de tes parents que j'ai vue, et elle m'a fait, je pense, le plus beau compliment du monde que je ne peux pas dire ici parce que ça va trop révéler sur ma vie privée. Mais elle m'a fait le meilleur compliment du monde, et elle l'a fait devant sa fille, et je l'ai regardée, j'ai dit, tu sais quoi, de toute ma vie on m'a jamais fait un aussi beau compliment. Et je vais aller le répéter à tout le monde, à qui veut l'entendre, parce que c'est vraiment... surtout que, tu vois, c'est une période... c'est un peu une période bizarre. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent et tout, et parfois tu te reconnais pas vraiment. C'est des périodes comme ça, c'est assez cyclique. De manière générale, ça va, mais t'as des petites choses où tu te dis, ah, ça, je sais pas trop. Et d'entendre ça de sa bouche, je me suis dit... Le timing était parfait, ouais. C'était divin. Parfait. Et c'est une tante qui est assez pudique, tu sais, elle va te dire, bon, est-ce que je peux te parler, Néné ? Oh, vraiment, c'est pas obligé. Hein. Bon, tu sais quoi, laisse. Et t'es là, tu te dis, bah, qu'est-ce que c'est ? Oh mon Dieu, je sais de qui tu parles. Elle est pas en France. Non, elle est pas en France. Mais purée, Néné, tu sais quoi ? Moi aussi, elle m'a fait un super beau compliment. J'espère qu'on parle de la même personne. Je sais. Mais c'est un ange. Oui, et elle est vraiment beaucoup trop chou. Et là, vraiment meilleur compliment. Donc, je pense que je suis reboostée pour les 3, 4, 5, 6 prochains mois. Ok, bouclons l'épisode. Je veux savoir ce qu'elle a dit. Allez, bye. Et voilà, donc pour vous qui nous écoutez, ça fait aucun sens parce que vous dites, voilà, elles sont chiantes, elles disent jamais... Elles sont en train de nous insulter là. Mais voilà, mais je suis vraiment désolée, ça c'est quelque chose qui révèle beaucoup de ma vie privée. Je pense que Daya et moi, on partage déjà beaucoup ici. Et s'il y a vraiment un truc sur lequel je tiens, c'est préserver un maximum mon intimité. Le petit jardin secret. Exactement. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous savez exactement
où on doit se retrouver. On va pas vous le répéter à chaque fois, vous connaissez la routine. Un peu agressif sur cette fin d'épisode. Tout est dans la bio. Regardez la bio. C'est bizarre. On se donne rendez-vous à la NHA et post-NHA pour celles qui ne pourront pas venir pour débriefer ensemble. En attendant, prenez soin de vous. Cœur sur vous. Bisous, bisous. Bisous, bye.